passe le micro. Qui veut? Tout le monde est sidéré, impressionné, cloué sur place parce qu'on a appris. C'est le débat. Mais c'est vrai que ça, ce que vous dites, c'est très intéressant et ça prolonge en fait ce qu'on a entendu ce matin et puis en début d'après-midi. C'est-à-dire qu'on sait d'où viennent les problèmes, aussi bien la santé humaine et la santé de la planète, si on peut dire, mais ce qui manque, et comment celui qu'on a vu là, monsieur Dufumier, qu'on a vu au début, le disait, c'est la volonté politique. Ce que disait Jacques Capla aussi, le maillon faible dans cette affaire, c'est la volonté politique. Et le problème, c'est que les citoyens ne sont pas informés et donc ne peuvent pas se prononcer politiquement en connaissance de cause. Parce qu'autrement, on a les solutions. On sait bien. Puisque moi, je suis contente d'apprendre que le camembert ou les crus, c'est moins dangereux que les OGM. Bien sûr. Mais bien sûr que c'est ça qui manque. Vous avez vu, j'ai commencé par le portrait de Valérie, parce que c'est très important. Souvent, on dit manger sainement, alors bio, évidemment. C'est pas possible dans les quartiers défavorisés. Moi, je les connais parce que j'habite en Seine-Saint-Denis, pas très loin de là où est Valérie, d'ailleurs. Eh ben, si on avait une volonté politique, on peut faire ce qu'elle fait dans sa MAM, là, sa maison d'assistante maternelle. On peut le faire dans les écoles, on peut le faire partout. On peut faire des fermes urbaines. J'ai fait un film et un livre là-dessus. Et on peut associer la population et produire des aliments locaux bio et qui seront, vous voyez, directement consommés par la population, faire de la formation. J'ai d'ailleurs assisté une fois à Saint-Denis, qui est donc une ville où il y a vraiment beaucoup de populations précaires, à un atelier. Bon, c'était surtout des mamans qui étaient là, mais pour est-ce qu'on peut cuisiner bio et pour une famille qui a des revenus très faibles? Ah ben oui, simplement, ça veut dire organiser le vrac, par exemple, de faire en sorte que, vous voyez, on achète 5 kilos de farine en vrac, enfin, vous voyez, etc., etc. Après, je vois très bien, à Saint-Denis, il y a un supermarché. Bon, moi, j'y vais plus, sauf quand j'ai besoin d'une rame de papier, mais j'ai souvent été impressionné, quoi. Parce que je les connais, c'est souvent les femmes qui font les courses, mais des gros chariots avec des pizzas surgelées, enfin, et ça coûte très cher, et puis c'est pas bon pour la santé. Si vous donnez l'éducation qu'il faut, hein, et la possibilité d'avoir accès à plus de légumineuses, plus de graines, apprendre à cuisiner, etc., eh bien, au bout du compte, l'atelier disait, vous pouvez, pour 5 € nourrir une famille toute la journée complète en bio. Hein. Mais la volonté politique, ça doit être, voilà, on produit des aliments locaux, vous voyez, on donne accès à ces aliments voilà, en vrac, etc. Je profite pour dire que demain matin, vous avez une table ronde sur l'autonomie alimentaire. Et il y aura donc la présence de gens qui viennent de Crozon et qui ont lancé ce qu'on a appelé le défi alimentation positive et qui s'appelle là-bas le défi bien dans mon assiette, qui est tout à fait dans le sens de ce que tu dis et dans le sens de ce que vous demandiez. Et il y aura aussi une table ronde sur le projet alimentation territoriale. Et il y aura aussi la présentation de l'expérience de l'Envalais dans les Côtes d'Armor. Voilà. Donc venez demain. Oui, bonjour. On peut être que convaincu de ce que vous dites et c'est une évidence et c'est une réalité. Et peut-être, j'étais pas tout à fait d'accord avec la dame sur l'histoire du camembert, mais ça la marche, c'est pas grave. Bien sûr que si, on sait qu'un camembert au lait cru est bien meilleur, ne serait-ce qu'au goût, qu'un camembert, voilà, par exemple. Mais c'était juste comme ça. Mais on le sait, nous tous ici. Comment on fait, par contre, pour se battre contre Coca-Cola, pour se battre contre McDo, pour se battre... Parce que dans les grandes villes, et bien, évidemment, il y a des expériences, et heureusement qu'elles sont là, de MAM et de jardins familiaux, et tout ça existe. Et à la marge, on peut le faire. Mais comment on fait pour combattre McDo, pour combattre Coca-Cola, pour combattre Doux et compagnie, et les poulets, et tous ces millions de poulets qui sont élevés au Mexique, qui sont élevés partout, et qui nous nourrissent parce qu'ils sont dégueulasses, mais moins chers. Et que dans les grandes villes, peut-être plus que dans la campagne, parfois on n'a pas le choix.
parce qu'il n'y a pas de MAM, parce qu'il n'y a pas de jardin, parce qu'il y a 5-6 enfants, et que oui, les Lidl et compagnie empoisonnent toute la population à moindre coût. Comment on fait pour combattre tout ça? Il y a plusieurs. Enfin, je sais que c'est pas du tout évident, hein, c'est compliqué, mais il y a plusieurs leviers. Il y a le levier local où on doit encourager toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là, et déjà se battre pour que toutes les écoles revégétalisent et installent des jardins potagers. Vraiment, parce qu'il faut les enfants, c'est comme elle le dit, hein, Valérie. Hein. Ça qui est très touchant, parce que c'est vrai, je les ai vus ces petits, hein, qui sont des enfants issus de l'immigration, qui vivent dans des quartiers très difficiles dans le 93, qui n'avaient jamais vu une carotte de leur vie, comme la plupart des... Vous voyez, eh ben, quand ils ont semé la graine, là, c'est eux qui convainquent les parents. Vous avez vu? Ils disent aux parents, attends, avant de partir, on va voir la poule. Voilà. Donc déjà, se battre dans toutes les écoles primaires, crèches, on enlève le ciment, on enlève le béton, on se bat pour que la commune fasse ça, parce que c'est les communes qui ont la responsabilité des écoles primaires et des crèches. Et on va plus loin, on essaie d'avoir un jardin, parce que quand les enfants eux-mêmes sont convaincus, ils vont convaincre les parents. Voilà. Puis après, il y a le levier politique. Il faut voter, puis il faut bien voter, et puis voilà. Et puis Attendez, il faut... Attendez, parce qu'il y a plein de mains qui flamment. Je disais juste que dans les villes, tout est pollué aux hydrocarbures. Il n'y a pas 1 cm² qu'on peut utiliser. Et il y a aussi un grand mensonge là-dedans en ville, c'est qu'on dit on va faire des choses un peu environnementales et tout ça, puis on dit faites des jardins. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un test dans un jardin, c'est pas cultivable. Non, c'est pas vrai. Je vous assure que j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. À Rennes, par exemple, il n'y a pas 1 cm². Alors, je ne connais pas les autres villes, mais j'imagine que c'est un peu la même chose. Il y a plein de solutions. Toronto, par exemple, où j'ai filmé pour Sacrée Croissance, qui est une ville de 6 millions d'habitants, qui est un modèle d'agriculture urbaine, véritablement. Alors, ils ont vraiment un département au sein de la municipalité qui va, avant de mettre en culture, et d'abord, ils ont récupéré toutes les terres, les terrains libres de la commune. Ils vont mesurer le taux de pollution. Selon le type de pollution, ils agissent. Alors, si c'est des hydrocarbures, on met des bactéries. Si c'est trop pollué, on enlève et on remet de la terre. Ben oui. Et ça marche très bien. J'ai filmé à Rosario, 1 million d'habitants, même chose, et ça marche très bien. Pour ce qui est de la pollution, moi j'étais à AgroParisTech quand je faisais les moissons du futur. Ils étaient en train de mesurer l'impact de la pollution urbaine sur les cultures, sur les toits, n'est-ce pas? Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que cette pollution, aussi bizarre que ça puisse paraître, elle affecte très peu les plantes qui sont cultivées sur les toits. D'ailleurs, c'est la même chose pour les abeilles, je vous rappelle. Hein. Évidemment que c'est pas bon la pollution urbaine, mais l'impact sur les abeilles est beaucoup moins grave que l'impact des néonicotinoïdes et compagnie à la campagne. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de production de miel, etc. Voilà. Donc, il y a des solutions, bien sûr, mais ça, là encore, c'est une vraie volonté politique. Moi, j'ai vu à Toronto, il y avait un terrain qui était assez grand, qui était trop pollué. Ils ont tout enlevé, quoi. Enfin, vous voyez, et jusqu'où il fallait. Puis après, ils ont ramené de la terre. Puis après, ça y est, c'est bon. Donc, mais s'il n'y a pas la volonté de le faire, je suis d'accord avec vous. On peut pas le faire. Mais vous voyez, mais l'agriculture urbaine, franchement, ça se développe dans plein de pays d'Amérique du Nord, partout, hein, et avec cette problématique, comme vous avez souligné, et il y a quand même des solutions, bien sûr. Bien sûr. On attend beaucoup trop de choses des politiques. On attend beaucoup trop de choses des politiques, la volonté politique. Ils sont liés au marché, c'est eux qui les payent. Il faut qu'on sorte. Vous parlez de l'école. L'école, effectivement, directement, il faudrait qu'on apprenne à tous ces élèves de manger, de construire, d'aller vers la terre et qui mangent ce qu'ils ont récolté. Là, plutôt que d'abrutir les gens avec des choses qui vont... De toute façon, les écoles, elles sont faites pour trouver les meilleurs, qui vont nous encadrer, qui vont nous coiffer et qui vont être liés au marché. Donc, c'est tout qui était qu'à reprendre. L'école, le système politique et l'école républicaine, comme on dit... Enfin, moi, je ne me suis jamais conformé à l'école, j'ai rien appris à l'école, ça ne m'intéresse pas l'école. Par contre, j'apprends beaucoup plus au travers de la terre, au travers de la culture. Et je pense que nos enfants, ils trouveraient beaucoup plus de choses directement, sans avoir à les abrutir et des tas de choses qui ne servent à rien. Donc voilà. Donc, bon, alors ça, c'est votre avis, monsieur. Beaucoup de choses, mais le monde politique, voilà, en gros, c'est... Bon, c'est votre avis, je le respecte, mais moi, je suis une fille de l'école publique.
qui est devenue ce qu'elle est devenue grâce à l'école publique. Et alors après, elle a beaucoup changé, hein, mais enfin voilà. Et par ailleurs, je ne peux pas laisser dire, enfin moi je suis pas d'accord avec ça, tous les politiques ne sont pas les mêmes. Voyez, et il faut faire en sorte qu'il y ait un renouvellement véritable des politiques, mais je parle aussi des municipalités, hein, enfin à tous les niveaux. Hein. Et parce que moi je ne peux pas accepter de sombrer. Qu'est-ce qu'on a comme solution, hein, quand tout est en train de se déglinguer? Et ça, je vous confirme. Vraiment, c'est très très grave ce qui se passe, très très grave. La biodiversité, le dérèglement climatique, tout le système économique capitaliste qui génère plein d'inégalités et de pauvreté et de précarité, tout ça c'est désastreux. Alors après, on a quoi comme solution, hein? Soit on se tire une balle dans la tête, moi c'est pas mon truc, on se met dans un bunker en attendant que je sais pas quoi, c'est pas mon truc non plus. Donc moi, je me dis qu'on n'a pas d'autre choix que de se dire qu'on va y arriver. Et je le fais pour mes enfants, les générations futures, ça peut paraître, voilà, et que voilà, et on a besoin des politiques. On a besoin des politiques, on a besoin des bons politiques, et qui prennent les décisions qui vont faire qu'on va encourager la transition vers un modèle différent, bien sûr, de production des aliments, etc., mais pas que, hein. Voilà. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, on peut en douter, vous voyez, vous en doutez, mais moi, personnellement, je ne peux pas faire autrement que de me dire qu'on va y arriver, même si ça ne va pas être facile et qu'on n'a pas gagné, on n'est pas sûr de gagner. Voilà. Je profite de cette question sur l'école pour vous dire que demain à 15h, il y a la projection du film qui s'appelle Le Grand Secret du Lien, qui est un film sur l'enfant et la nature, en présence du réalisateur, donc Frédéric Plénard. Donc je vous invite à y aller. D'autres questions ? Merci pour votre discours qui est convaincant et qui est parfaitement documenté, mais je trouve que ça laisse à croire quand même l'idée que c'est par la pédagogie, par la persuasion du personnel politique, par le changement des comportements individuels, que la solution va pouvoir trouver son débouché. Sans doute que c'est absolument indispensable, effectivement, de se révolutionner soi-même. Mais pensez-vous que, compte tenu de la temporalité qu'il y a entre l'urgence climatique, l'urgence de la biodiversité que vous indiquez, etc., et ce qui se passe actuellement, l'état de notre planète, est-ce que vous pensez que des actions de sabotage, un petit peu comme ceux que Andreas Malm a pu proposer, comme des mouvements comme les soulèvements de la Terre, à Sainte-Soline, chez vous, près des bassines, sur la 69, ou dans bien d'autres endroits au monde. Est-ce que vous pensez que ce sont des actions complémentaires? Et si tel est le cas, comment expliquez-vous que ceux qui sont contre cette complémentarité essayent d'asseoir leur crédibilité sur le dénigrement des autres? Voilà. Et pour le coup, la complémentarité n'existe pas, et il y a une espèce d'antagonisme complètement stérile qui fait que ce qui pourrait être une force, devient notre faiblesse. Bon, alors là, je vais vous répondre en fait ce que j'ai dit publiquement, parce que c'est vraiment, il n'y a pas plus public, dans une émission de la Terre au carré le 27 septembre avec Mathieu Vidard. Il faisait mon portrait, enfin bref. Et je vais vous transmettre ce que j'ai dit parce que ça a fait beaucoup de buzz, parce que c'était un peu... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, il faut savoir que nous sommes dans une situation d'urgence absolue. Et là, je me répète, j'ai déjà dit avant les raisons. Quand je dis ça, c'est très clair. Ça veut dire que peut-être que d'ici 3-4 décennies, nous ne pourrons plus vivre sur cette planète. Et ça va être tellement l'enfer que... nous, on ne sera plus là. Enfin, moi, je ne serai plus là, mais nos enfants seront là. L'enfer. OK? Et c'est imminent. Je ne l'aurais pas dit il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Mais là, je vous le dis, c'est imminent. Alors, quand vous vous plongez dans l'histoire, parce que dans ce cas-là, on a besoin quand même de voir un peu, vous voyez, de plonger dans l'histoire. Ce que j'ai fait beaucoup ces derniers temps. D'abord, il y a des historiens qui ont essayé de comprendre pourquoi des civilisations antérieures à la nôtre s'étaient effondrées. Les Mayas, par exemple.
qui était une civilisation très avancée de son époque. Hein. Par exemple les Mayas, mais les Romains aussi, hein, voilà, les Assyriens, enfin bon. Et ils ont examiné les causes et ils ont identifié 3 facteurs communs. Le premier, c'est l'épuisement des ressources dont ils disposent pour vivre. Alors évidemment, nous, on est en plein dedans au niveau planétaire, on est en train de tout épuiser, de tout massacrer, de tout contaminer. On ne sait même plus si on peut boire l'eau du robinet. Enfin, moi, personnellement, je ne la bois pas, je la filtre, enfin, etc., etc. Les aliments, bon, bref. Donc, deuxièmement, un problème climatique qui perdure. À l'époque des Mayas, il y a eu des décennies de sécheresse, en fait. Ça a existé dans l'histoire de la planète. Et malgré ça, on a continué d'abattre des arbres. Pourquoi ? Parce que troisième facteur, les élites, enfin, c'est celles qui dirigent, enfin, les riches, qui sont complètement aveugles. Dans le cas des Mayas, les princes mayas qui voulaient du stuc pour pouvoir frimer, là, et vous savez, le bling-bling, là, et ils abattaient des arbres pour faire du stuc, et il n'y avait plus d'arbres, enfin bref, puis à la fin, tout le monde a disparu, vous savez, les Mayas disparaissent. Donc ça, c'est 3 facteurs qu'on retrouve aujourd'hui de manière complètement évidente, et la question qui est très importante, c'est comment on fait pour convaincre les 1% les plus riches de la planète, hein, qui sont liés à ce modèle que j'ai décrit avant, capitaliste, parce qu'il faut appeler un chat, financiarisé en plus, qui fait que... moi, je dis les ultra-riches aujourd'hui sont comme les cochons des élevages intensifs bretons. Ils sont hors sol. Comment on fait pour les remettre sur le sol, voyez ? Donc ça, c'est une vraie question. Voilà. Après, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qu'on constate dans l'histoire de l'humanité ? Des moments où des idées minoritaires sont devenues majoritaires, alors qu'on pensait que jamais ça serait le cas, il y en a plein. La différence, je le concède, c'est qu'on est dans une situation d'urgence qu'on n'a jamais connue avant. D'accord ? Mais quand même. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que avant que ça bascule, parce que c'est de ça qu'il s'agit, eh bien, ceux qui veulent maintenir le vieux monde, là, s'accrochent violemment. Et moi, je pense on est exactement à ce moment-là de l'histoire. Ça s'accroche violemment. Pourquoi ? Parce que, voilà, vous voyez, vous parlez de la 69, un truc qui traîne dans un tiroir depuis 40 ans, une autoroute qu'on sert, on a vraiment besoin de gagner 5 minutes sur un trajet en voiture, alors qu'on sait que les voitures, ça y est, c'est pas la solution, c'est le problème, enfin, etc. Donc, ils s'accrochent. Et violemment. On le voit bien. Depuis une petite dizaine d'années, on a un recul évident des libertés publiques. Évident. Hein ? Moi, je vous parle là, mais j'en connais qui diraient que je suis une éco-terroriste. Hein ? Vous voyez ? Donc la question qui se pose, et c'est ce que j'ai dit sur France Inter, et je le répète, c'est aujourd'hui de quels moyens d'action on dispose pour pouvoir faire en sorte que le pire n'arrive pas. Et là, je dis que dans cette histoire, y compris récente de l'humanité, des actions qui étaient illégales à l'instant T étaient légitimes au regard de l'histoire. Il y a plein d'exemples. Quand en 1971, les 300, je ne sais plus combien, 41, 43, 60 femmes disent « j'ai avorté à la une de l'Obs », c'est un délit passible de prison pour la femme qui a avorté et encore plus pour l'avorteuse, comme on disait. Hein. C'est donc illégal. Mais ils avaient raison parce que 4 ans après, ça a permis de changer la loi obsolète. Les actions illégales, à un moment, permettent de faire changer la loi qui est obsolète. Eh ben moi, je dis que, donc je soutiens, je l'ai dit partout et je continuerai de le dire, toutes les actions d'occupation partout sur ces grands projets inutiles qui sont extrêmement importants parce qu'on ne peut plus laisser passer ça. Même les arbres, c'est un symbole, mais c'est un symbole important. On ne veut plus d'abattre d'arbres dans ce pays, pas uniquement par romantisme, mais parce que protéger les arbres, c'est protéger la vie. On en est là aujourd'hui, vous voyez. Et donc, il faut occuper les lieux, il faut... voilà, alors, c'est un appel à la désobéissance civique. Et je rappelle que c'est un droit européen reconnu par le Conseil des droits de l'homme. La désobéissance civique est un droit de nous, citoyens et citoyennes. Il ne faut pas l'oublier. Et là, on a tendance à criminaliser ceux qui utilisent ce droit. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, mais ça fait partie de ce que je viens de vous décrire, c'est-à-dire de cette petite minorité-là qui s'accroche au pouvoir. J'ai dit minorité parce que c'est quand même un modèle qui profite quand même à une minorité, 1%, c'est pas grand monde, et qui s'accroche au pouvoir. Vous voyez, y compris en violant la loi, parce que je suis désolé, la désobéissance civique, c'est un droit dont nous disposons, nous, citoyens et citoyennes. Vous voyez ?
Oui, je repense à une phrase de Coluche. Il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. Donc on peut aussi faire des choix. Je pense au coca ou la viande d'Amérique du Sud, etc. Voilà, on peut faire des choix. Oui, pour contourner justement ce complexe agroalimentaire là, qui est soutenu, enfin, qui est à l'origine quand même de pas mal de pollution et qui est soutenu, qui est même biberonné aux subventions, on peut le dire, eh bien, il y a justement des couches sociales qui sont à l'extérieur du cercle dominant et qui sont particulièrement marginalisées et brutalement marginalisées par le système. Je pense aux paysans d'une part et d'autre part aux quartiers populaires, eh bien, qui ont fait converger leurs réflexions pour faire sortir un projet tout à fait intéressant qui est la sécurité sociale de l'alimentation. Pardon. Et pour aller vite, il répond à la question comment assurer le droit à l'alimentation, donc à tout le monde, tout en respectant et l'environnement et le travail de ceux qui nous nourrissent du champ à l'assiette, quoi, hein. Et donc, cette mesure qui consiste à donner 150 € à tout le monde pour une alimentation conventionnée selon ces critères pour nourrir tout le monde convenablement, eh bien, représente 120 milliards au total, donc financés par des cotisations sociales, et qui sont donc réinvestis dans un système de production qui échappe au marché, complètement, et qui permet une alimentation qui, oui, c'est ça, qui permet une agriculture donc respectueuse de l'environnement, l'agriculture paysanne, hein, dont c'est vrai que votre film, votre documentaire Vive les microbes la réhabilite, hein, parce que, et en même temps, eh bien, tous les échelons de l'alimentation, l'agro-industrie comme la distribution. Et ça permet aux paysans qui aujourd'hui sont captifs, et je ne sais pas si certains ont lu le livre de Nicolas Legendre, Silence dans les champs, sont captifs de ce système agroalimentaire, d'en sortir et de choisir un autre modèle. Mais bon, c'est une technique de ça représente quand même à peu près la moitié de l'alimentation. Ouais. Bon, ça c'est le thème de la conférence ce matin, mais bien sûr. D'autres questions? Ça va, on est dans le temps. Oui, je pense qu'un des gros problèmes qu'on a pour faire évoluer les choses, c'est la communication. Et comment est-ce qu'on peut faire pour contrer la mainmise des ultra-riches sur les moyens de communication? Je suis bien placée pour en parler parce que là, franchement, c'est très inquiétant. Mais ça fait partie de ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que, en fait, rien n'exclut que si nous, les citoyens et citoyennes, on n'est pas assez mobilisés, présents, mais on devrait être beaucoup plus que ce que nous ne sommes, n'est-ce pas? Eh bien, le risque, c'est d'aller vers des... Et c'est déjà ce qui est en train de se faire, hein, vers des systèmes politiques de plus en plus autoritaires, fascisants, il faut dire carrément, voire fascistes tout court. Et on voit bien que quand même, il y a plein d'exemples sur cette planète, n'est-ce pas? Et avec des dérives très autoritaires, comme on a vu en France depuis une dizaine d'années, là, hein, clairement, qui fait que certains s'interrogent, est-ce qu'on est toujours une démocratie d'ailleurs? C'est quand même assez incroyable de voir, et moi je raconte cette anecdote parce que vous avez rappelé que je suis donc originaire des Deux-Sèvres. L'histoire des bassines, moi ça fait déjà 6-7 ans que j'allais à des manifs, à l'époque on n'en parlait pas encore trop, et j'ai pas pu aller à Sainte-Soline parce que j'étais en tournée avec la Fabrique des Pandémies, enfin bref, et l'une de mes filles qui habite Marseille me dit, maman j'y vais avec 2 copines. Eh ben, j'étais au Brésil en tournée en train de présenter la Fabrique des Pandémies, un pays très concerné évidemment par la déforestation, etc. Eh ben, c'était dingue. J'étais toute
toute la journée sur mon truc là. Ça va bien, tout va bien. J'étais morte de peur. Et je me suis dit quand même, moi qui ai fait un paquet de manifs dans ma vie, d'arriver à avoir peur que ma fille aille à une manif. Elle a un copain qui a perdu un œil, enfin bref. C'est quand même dingue, quoi. Enfin, vous voyez, et ça, c'est des rives. Et cette criminalisation, finalement, hein, des mouvements écolos, ou, bon, vous avez vu la tentative, vous avez parlé du soulèvement de la Terre. Hein. Bon, évidemment, M. Darmanin n'a pas réussi son coup, mais enfin voilà. Eh bien, ça fait partie de ce que j'ai décrit avant, c'est-à-dire le vieux monde qui s'accroche, et ça risque d'être de plus en plus violent. Ça, pour moi, c'est l'une des hypothèses tout à fait possibles. Hein. Enfin, c'est tout à fait possible. Bon, je vous remercie déjà pour votre intervention, pour tout ce que ça réveille encore en soi. Moi, je voulais parler de... Alors, je suis un peu plus âgée que vous, je suis bien compris, mais je suis aussi du monde agricole, et que j'ai vu se transformer, qu'en fait, j'ai vieilli aussi dans ce parcours du changement de l'agriculture, du monde paysan, du changement de notre environnement de paysage, pour en venir à aujourd'hui, en fait, à ma prise de conscience aussi du changement individuel, et à l'écoute que j'ai en tous les cas de Cyril Dion, qui aujourd'hui est sur France Inter. Et il disait, alors je ne sais pas du tout quels sont vos liens, ou s'il y en a pas, et peu importe, mais en tous les cas, il parlait de 3 facteurs, lui, pour amorcer le changement. Je ne me souviens pas des 2 premiers, si ce n'était la solidarité, enfin le mouvement qui peut se mettre en place, mais en tous les cas, quand il a nommé le 3e, c'est-à-dire l'effondrement et tous les changements qu'on allait avoir à vivre, c'est vrai que là, boum, enfin, même si je suis déjà réveillée de tout ça, je me dis, et que vous appuyez en fait sur ce qui va nous attend, parce qu'il peut, c'est nos prises de conscience, les politiques qui, eux, ne sont pas du tout réveillés, qui profitent encore du système, qui sont dans l'ancien monde, comme vous dites. Nous, on veut un nouveau monde. Enfin, en tous les cas, moi, je veux aller vers ce nouveau monde, peut-être pas pour moi, mais pour les générations futures. Voilà, comment vous entendez, vous, Cyril Dion, aujourd'hui, comment d'autres l'entendent, en fait, voilà. Merci. Excusez-moi, mais je ne me prononcerai pas sur Cyril Dion, pour plein de raisons. Voilà. L'effondrement, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, il ne faut pas imaginer l'effondrement comme un truc, un matin on va se réveiller et puis ça sera tout par terre. C'est pas comme ça que ça va se passer. Hein. C'est plutôt un effritement des conditions de vie qui va avoir lieu. Comme on voit déjà, trop de pluie qui va faire qu'on ne peut plus cultiver, trop de sécheresse qui va faire aussi qu'on ne peut plus cultiver. Et vous voyez, et sans arrêt, avec un effritement. Alors, moi, je suis très inquiète pour la capacité de nous nourrir, vraiment. C'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper, que j'en reviens aux pelouses. Foutez vos pelouses en l'air et cultivez. Parce que, comme j'ai raconté, la Dig for the Victory, pendant la Seconde Guerre mondiale, déjà, ça commence par ça. Hein. Chacun chez soi doit pouvoir créer les conditions pour se nourrir soi-même, vous voyez, le plus possible. Parce que c'est ça qu'il va falloir apprendre à faire. Et donc, voilà, je suis très inquiète pour la capacité de nous nourrir, quoi, en fait, hein, vu la fragilité du modèle agricole et la distribution, etc. Et le fait qu'on nous ait dépossédés par ce modèle, hein, de notre autonomie, dans plein de domaines, pas que la nourriture, mais aussi réparer, enfin, vous voyez, donc moi j'encourage beaucoup les repair cafés, tous ces endroits qui sont des endroits, en plus ça fait du bien au moral, parce que ça a du sens et on apprend à réparer, enfin, vous voyez, voilà. Donc voilà, l'effondrement, c'est un processus qui va prendre du temps, mais qui va faire que ce sera de plus en plus difficile et aléatoire, vous voyez, de vivre. Voilà. Sans parler de tout ce que moi je connais bien les pays du Sud, je suis allé beaucoup. Je pense au Népal, par exemple, où je suis allé pour un de mes films. J'avais filmé une conférence du GIEC au Népal, à Katmandou. Et il disait, si les glaciers continuent de fondre, ce qui est le cas, très vite, on est 28 millions, au Népal, on va tous partir. Il n'y aura plus d'eau dans les rivières, parce que les glaciers sont en train alimentent les grandes rivières, y compris indiennes, chinoises et tout ça. Ben voilà, c'est tout. Il y a 28 millions de personnes qui seront obligées de partir et on ne sait pas comment ni quoi. Enfin, vous voyez, ça va être... voilà.
sans parler de toutes les maladies qui risquent d'émerger, parce que c'est un autre problème. La fonte du permafrost est très inquiétante, parce que là-dedans, il y a des virus et des trucs qui traînent depuis la nuit des temps, dont on n'a aucune protection pour ça. Donc, vous voyez, c'est quand même très sérieux. Donc, les frites, voilà, ça va faire que, voilà, dans les années qui vont venir, parce que c'est parti, là. Alors, donc, soit on réagit vite et vraiment, on arrive à avoir cette volonté politique de lancer la grande transition rapidement et de reprendre en main nos capacités d'autonomie alimentaire, etc. etc. Et on peut encore limiter le pire, ou alors, ben voilà. Il reste le temps pour une dernière question. Je vois une petite main qui se lève. Oui, merci encore pour tous vos bons enseignements. Alors ma question est plus basique et plus terre à terre, je vais dire, mais je voulais savoir ce que vous pensez de l'avenir des marchés. Et même au niveau des jardins individuels, moi je me pose des questions de leur prolongation, parce qu'on divise de plus en plus les jardins de ville pour construire des maisons côte à côte. Et on voit, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a une biodiversité en ville, et je le crois. Mais elle va partir puisqu'on abat les arbres, les haies, et on construit bientôt touche à touche. Et il y a de moins en moins d'espace pour planter. Merci. Normalement, on a une loi qui s'appelle non-artificialisation des sols, qui a vraiment subi beaucoup de coups de boutoir. Hein. Mais voilà, c'était ça le but quand même, de se dire on arrête les zones pavillonnaires, qui sont un vrai désastre dans toute la France. C'est clair qu'il faut repenser la manière de se loger, évidemment, qu'on ne peut pas continuer à étaler, chacun avec sa petite maison, son petit jardin, sa petite voilà, vous avez compris. Et qu'il va falloir aller vers des modes d'habitat plus groupés, où on peut partager des services, voyez. On peut faire comme en Suisse, on a une machine à laver dans une copropriété, pas une machine à laver dans chaque maison, parce que ça ne sert à rien. Moi, j'ai eu 3 enfants, je sais très bien qu'on fait 2 machines par semaine et c'est tout, hein. Donc ça ne sert à rien d'en avoir une tout le temps. Enfin, vous voyez, donc on devrait aller vers des habitats beaucoup plus groupés, des éco-hameaux en partage intergénérationnel. D'ailleurs, ça permettrait aussi de... il y en a plein d'exemples, hein, il y en a plein des communes où on fait ça. Hein. Ça permet aussi de prendre en compte, c'est très important, la question des anciens, du 3e âge, 4e âge, etc. Vous voyez, mais il faut arrêter de faire des zones pavillonnaires, des ceintures avec ces grandes surfaces. Vous voyez, et bon... Il y a une loi qui a été votée, mais je ne sais pas combien de temps elle va durer. Hein, parce que ça, voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Je vais terminer par des citations, parce que j'aime bien convoquer la littérature, ça fait du bien parfois. Enfin, l'art. N'oubliez pas, il faut danser, il faut chanter, il faut faire... ce soir. Voilà, ce soir. Voilà. Parce que sinon, c'est pas rigolo, quoi. Alors, je vais d'abord citer un philosophe de l'Antiquité qui s'appelle Sénèque, qui a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » D'accord ? Donc ça, on a bien compris. Hein ? Arrêtez de vous dire « Ah là là, c'est difficile, on n'y arrivera pas. » Ben non, commencez par un bout, et on y va. Et on se regroupe, parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand on est à plusieurs que tout seul, parce que tout seul c'est trop déprimant. D'où l'intérêt de lieux comme ça, d'associations qui vont faire qu'on n'est pas tout seul. Et on peut dire, moi je vais commencer par ce bout-là, parce que voilà. Ensuite, une phrase que j'aime bien citer de Martin Luther King, que vous pouvez écrire sur votre frigo tant que vous en avez un, qui a dit « L'inaction des bons, allez, répétez après moi, l'inaction des bons est aussi nocive que l'action néfaste des méchants. » Voilà, c'est pareil. Donc arrêtons d'attendre que je sais pas quoi, bougeons notre cul. En fait, ça veut dire bouger votre cul, bougeons notre cul, pour dire les choses très clairement. Après, une phrase d'Einstein qui a dit «
C'est pure folie que de répéter sans cesse la même chose en espérant des résultats différents. Il avait bien raison, cet homme-là. Et enfin, une phrase de l'un de mes auteurs préférés, qui s'appelle Victor Hugo, qui a dit « Rien n'est plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue ».